Bien le bonjour, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va pas voir un thread de Reddit, on va pas voir des histoires fictives. Ce qu'on va voir c'est une histoire bien réelle, une affaire qui concerne, sur la fin de l'histoire, le célèbre couple de démonologues, les Warren. Ils sont intervenus sur la fin de l'histoire, mais l'histoire en elle-même, tous les événements qui sont arrivés à une famille, la famille Snedeker, eux, sont vraiment horribles. Je me suis plongé dans leur affaire, et franchement, ça fait froid dans le dos. Ça concerne du paranormal, et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le ressenti de la famille est clairement effrayant. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Et nous, on est parti pour se plonger dans l'histoire horrible de la famille Snedeker. La famille Snedeker était une famille normale, une famille comme les autres, enfin presque. C'était une famille recomposée, celle de Allen et Carmen Snedeker. Composée de 3 fils et d'une fille, la famille combattait ensemble une maladie dramatique, le cancer, qui avait touché le plus grand des frères, Philippe. Vivant dans la région de New York, le jeune Philippe était pris en charge dans un centre de traitement, et le seul qui prenait en charge des enfants se trouvait à pas moins de 500 km du domicile de la famille Snedeker. La fatigue de ces trajets, ainsi que les effets d'un nouveau traitement sur le jeune Philippe, comme par exemple une peau noircie, qu'on pourrait apparenter à une peau brûlée, des nausées, des maux de tête, ont poussé la famille à prendre la décision de se rapprocher du centre de traitement qui prenait en charge le jeune Philippe. Ce centre se trouvait dans le Connecticut, mais malheureusement, la recherche d'un nouveau logement était assez compliquée. Personne ne voulait louer à la famille Snedeker. Mais bon, au bout de la nuit, il y a toujours le jour qui se lève. Donc la famille Snedeker a quand même réussi à trouver un logement malgré leurs difficultés. Ils en ont trouvé qu'un, ne leur laissant pas trop de choix. Donc sans alternative, la famille décide de louer ce logement qu'on leur propose. Rapidement, ils font leurs affaires et ils déménagent dans leur nouveau logement, prêts à entamer une nouvelle vie. L'arrivée de la famille Snedeker dans leur nouvelle maison ne se fait pas sans aléas. À peine arrivée devant la maison, connue sous le nom de Allahan House, Carmen, la mère de famille, est prise d'une crise d'angoisse. Elle ne sait pas pourquoi, donc elle demande à son mari d'aller dans la maison pour s'assurer que tout va bien. Il fait un rapide tour du propriétaire, et le mari, Allen, revient voir sa femme, qui patientait dans la voiture, pour l'inviter à rentrer dans la maison. Le couple rentre dans la maison, et il se trouve que la maison était une maison tout à fait normale, à quelques détails près. Au-dessus des portes, de chacune des portes, il y avait des crucifixes. Rapidement, Carmen a compris quelle était la maison dans laquelle elle se trouvait. Elle comprend que là où elle et sa famille vont vivre est un lieu où régnait autrefois la mort, parce que dans la maison se trouvait un salon funéraire, une salle d'embaumement, des poignées de cercueils. En gros, la maison, avant d'être une maison où on pouvait y vivre, c'était des pompes funèbres. Dans un premier temps, Carmen, elle veut pas rester dans la maison. Elle se dit que la famille ne peut pas rester ici, mais Allen sape vite cette peur en disant que, malheureusement, ils n'ont plus d'économie et qu'ils sont donc obligés de rester ici. Angoissés à l'idée de confronter leur fils Philippe, malade, à sa propre mortalité, parce qu'effectivement il a des risques, et c'est sûr que pour un enfant malade comme ça, c'est peut-être pas le mieux de vivre dans un endroit où on s'occupe des défunts. Donc, pour ces raisons-là, le couple décide de ne rien dire aux enfants, de ne pas dire que la maison avant, c'était des pompes funèbres. D'ailleurs, pour essayer de garder ce secret-là, le couple décide de barricader la porte du sous-sol qui menait à la salle d'embaumement. Ils placent une petite bibliothèque devant la porte pour la sceller. Les enfants, eux, ils faisaient un peu le tour de la maison, eux, ils étaient très contents d'être là, contrairement à leurs parents. Le premier soir dans la maison, Philippe, l'enfant malade, il est parti se coucher tôt. Allen, lui, avait affaire à l'extérieur de la maison, donc il n'était pas là. Et Carmen, elle, était au téléphone avec son mari. Au moment où elle a raccroché le téléphone, elle a sursauté en voyant une ombre. Cette ombre, c'était Philippe, qui se trouvait juste devant la porte de la pièce à vivre. Et il était là parce qu'il avait entendu son nom. Il pensait qu'on l'avait appelé. Carmen a dit que personne ne l'avait appelé, mais que, peut-être, pendant la conversation avec son mari, elle a prononcé son nom et du coup Philippe a pensé qu'on l'avait appelé. Philippe dit que non, ce n'est pas ça, parce que la voix qu'il a entendue, ce n'était pas celle de sa mère. C'est la seule chose que le garçon a dit, et après ça il est retourné se coucher. Juste avant de retourner se coucher, Philippe a ajouté qu'il y avait quelque chose de maléfique dans la maison, et qu'il valait mieux partir. On avance un peu dans le temps, et vous savez, les enfants, ils ont une curiosité naturelle, ils aiment bien toucher à tout et un peu tout visiter. Et bien les enfants de cette famille, ils ne dérogent pas à ce phénomène. Et justement, en farfouillant un peu partout dans la maison, ils ont fait une découverte étonnante. En tout cas Philippe. Philippe, il a vite compris que la maison était autrefois des pompes funèbres. Il a raconté à son petit frère Brad que la chambre où ils dormaient ensemble était là où étaient entreposés des cercueils. Et le jeune Brad, lui, il a du mal à croire à ça.
Pour lui, la maison est une maison totalement classique, où plein de familles ont vécu avant. Donc pour corroborer ses dires, Philippe décide de pousser la petite bibliothèque qui scellait le sous-sol pour montrer qu'il avait raison. On peut se dire déjà comment Philippe sait ce qui se trouve au sous-sol. Brad et Philippe, ensemble, vont dans la salle d'embaumement, et au milieu de cette salle, il y avait une petite table en métal. C'était une table où les défunts étaient placés et où ils étaient préparés pour être mis dans leur cercueil. Philippe a eu la merveilleuse idée de lancer un défi à son frère Brad, celle de s'allonger sur la table qui se trouve au milieu de la pièce. Brad, ne voulant pas montrer qu'il avait peur à son frère, accepte le défi, il s'installe sur la table et Philippe, pour lui faire peur, s'amuse à le faire tourner. Brad est apeuré et supplie son frère d'arrêter. Le lendemain, Philippe propose une autre expérience incongrue. Dans une pièce de la maison où les enfants avaient interdiction d'aller, il y avait une grille en fer. Cette grille-là masquait un tunnel. La proposition de Philippe était simple, aller voir ce qu'il y avait au fond du tunnel avec son frère Brad. Les deux jeunes garçons s'y aventurèrent et à un moment donné, Brad a vu une tache sombre sur le sol. Philippe, qui l'a remarqué aussi, l'a éclairé de sa lampe de poche. Il en a suivi les traces pour voir quelle était la provenance de cette tache et les deux jeunes garçons ont découvert un liquide rouge qui sortait du mur du tunnel. Pris de peur, les deux jeunes garçons ont pris la fuite, ils se sont précipités vers leur mère, ils lui ont raconté ce qu'ils ont vu et Carmen a dit que si quelque chose de la sorte arrivait, elle l'aurait forcément remarqué. Donc elle pense que ses enfants lui font une farce. En plus de ça, plutôt que de les prendre au sérieux ou d'écouter ce qu'ils ont à dire, elle les réprimande sur le fait qu'ils sont allés dans la pièce où ils n'avaient pas le droit d'aller. On avance encore un peu dans le temps. Un jour, alors que Carmen s'occupe de quelque chose dans le sous-sol, elle remarque qu'un crucifix, qui se trouve au-dessus d'une porte, a disparu. C'était le crucifix qui se trouvait au-dessus de la porte menant à la salle interdite, mais le truc étonnant, c'est que le crucifix a disparu. Il n'est pas tombé, il n'y a rien qui traîne au sol ou dans les alentours, il s'est juste volatilisé là. La seule chose qui reste au mur, c'est une sorte de marque jaunie qui montrait que le crucifix était là depuis un moment et du coup avec la poussière qui s'est accumulée autour, ça a créé cette marque. Elle se dit que c'est sûrement ses enfants qui l'ont pris pour lui faire une blague, encore une fois. Là vous vous dites peut-être que Carmen, elle abuse parce que elle prend pas au sérieux ce qu'on peut lui dire et ce qu'elle remarque. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'à ce moment-là, elle, ses pensées sont plus tournées vers son fils Philippe parce qu'il combat la maladie et son état s'est un peu empiré. Sachant qu'il expérimente un nouveau traitement, il a aussi des effets secondaires qui peuvent parfois être inconnus. Et par exemple, elle pense que le fait que Philippe maintenant entende des voix ou voit des ombres, des sortes d'apparitions, c'est dû à son nouveau traitement et pas à quelque chose qu'il y aurait dans la maison. Vous voyez, il y a un peu cette dualité-là qui fait que elle arrive à rationaliser les événements en disant que c'est juste son fils qui a des effets secondaires. Le rythme de vie de la famille Snedeker ensuite a été pimenté de quelques événements étranges. Par exemple, la nuit, Philippe disait à son frère de se taire alors que Brad n'avait rien dit. Il disait qu'il voyait des ombres qui bougeaient, mais quand d'autres personnes regardaient, il ne voyait que des tas de vêtements empilés. Des jouets se mettaient en marche tout seuls. Vous voyez, les petits trucs comme ça. Mais justement, la fois où les jouets se sont mis en marche tout seuls, là, Philippe et Brad, ils ont clairement flippé, parce que Brad, il a assisté à cet événement-là. Donc c'était forcément pas une hallucination que Philippe avait, parce que si Brad le voyait à ce moment-là, Brad étant en bonne santé, il n'y avait pas de raison qu'il ait des effets secondaires d'un traitement ou quoi que ce soit. Donc ça leur a fait peur, ils se sont précipités au rez-de-chaussée. Carmen les a rejoints en entendant le vacarme qu'ils ont fait, mais elle était plus énervée qu'apeurée parce qu'elle pensait qu'encore une fois ses enfants lui faisaient une blague. Carmen écoute quand même ses enfants parce qu'elle les voit quand même sacrément terrorisés, et là, voyant que Brad lui aussi témoigne de quelque chose d'étrange, elle ne pense toujours pas à quelque chose de paranormal, elle pense qu'il y a peut-être un intrus dans la maison qui jouerait des tours à la famille. Carmen fouilla chacune des pièces avec parcimonie, mais elle n'a rien trouvé. Elle s'est dit qu'elle allait appeler la police pour mener l'enquête, mais au moment où elle composait le numéro, elle a levé ses yeux vers le plafond et là elle a vu quelque chose qui, encore une fois, n'était pas normal. Elle a vu qu'un autre crucifix qui se trouvait au-dessus d'une porte avait disparu. Comme le premier, il n'était pas au sol, nulle part, il y avait juste cette petite trace jaunie autour, mais il s'était aussi volatilisé. Pour Carmen, c'est encore ses enfants qui ont dérobé le crucifix, elle les accuse, mais Philippe lui dit fermement que non, ce n'est pas eux, c'est l'entité. N'en pouvant plus de cette affaire-là, Carmen organise un conseil de famille. Vous savez, une petite réunion familiale, on met les points sur les i, les barres sur les t, les points sur les virgules, pour rappeler un peu tout le monde à l'ordre. Pendant ce petit conseil familial, elle brise le secret qu'elle avait décidé de garder quand elle est entrée la première fois dans la maison. Elle révèle à toute la famille que la maison est un ancien lieu de pompe funèbre. Elle dit également qu'il n'y a pas de fantômes et elle dit à Philippe d'arrêter de faire peur à ses frères et sœurs parce que pour elle c'est clair et net, c'est lui qui s'amuse à faire peur parce que c'est le plus vieux, il commence à rentrer dans la puberté, être adolescent, donc elle se dit que c'est sûrement lui qui fait tout ça. Et justement, Philippe entrant dans la puberté, les parents décident
de lui offrir, si on peut dire ça comme ça, sa propre chambre. Il ne dormira plus avec son frère Brad, il aura une pièce rien qu'à lui. Sauf que cette pièce-là, c'est la salle d'embaumement. Philippe était un peu réticent dans un premier temps, mais après il s'est dit cool, j'aurai ma propre chambre, donc la peur qu'il avait au début d'aller dans cette salle s'est vite dissipée. L'été qui a suivi, il y a eu 2 nouvelles personnes qui sont arrivées dans la maison, Cam et Tim. C'était les cousines de la famille. Quand elles sont arrivées, elles ont été accueillies par tout le monde, sauf Philippe. Cam, qui avait à peu près le même âge que Philippe et qui s'était toujours très bien entendu avec lui, ça l'a un petit peu attristé qu'il ne vienne pas la saluer. Du coup, elle s'est dit qu'elle allait le voir directement dans sa chambre, l'ancienne salle d'embaumement, pour le saluer. Et elle se disait que ça lui faisait plaisir. Sauf qu'étonnamment, Philippe a été assez mal poli à son égard. Il n'a pas été du tout accueillant. Le comportement de Philippe changeait de plus en plus au fur et à mesure du temps. Il restait de plus en plus dans sa chambre, et il avait pris pour habitude d'écrire dans un carnet, une sorte de journal intime. Il ne disait jamais ce qu'il y notait, et il ne laissait personne regarder à l'intérieur. Un jour, alors que Cam aidait sa tante Carmen à faire le ménage, elle a décidé d'aller nettoyer la chambre de Philippe qui n'était pas là. Elle est tombée sur le fameux carnet, et inquiète de l'état de son frère, de son comportement, elle s'est dit qu'elle allait le lire. Certes, elle se sentait un peu mal parce qu'elle avait l'impression de rentrer dans l'intimité de son cousin, mais elle se disait que peut-être en lisant ce carnet, elle saurait ce qui ne va pas. Et le sentiment de malaise qu'elle avait en lisant le carnet s'est transformé en sentiment de terreur par rapport à ce qu'elle a lu à l'intérieur. Parce que ce que Philippe avait écrit, ça ne concernait que la mort, ou des fois même, il écrivait qu'il voulait tuer quelqu'un. Cam, choqué, se demande si Philippe est bien l'auteur du carnet. Parce que Philippe avait toujours eu du mal à écrire et les mots qui étaient utilisés étaient parfois des mots relativement complexes. Ça ne correspondait pas à Philippe. Cam parla de tout ça à sa tante, qui en parla elle-même à Philippe. Et Philippe va répondre quelque chose concernant l'écriture de ce qu'il y avait dans ce fameux carnet. Il va dire que l'homme l'a aidé à écrire. Mais c'est pas le seul comportement étrange que Philippe avait. Carmen a remarqué que son fils se gravait des symboles sur la peau. Ou encore, il suivait silencieusement des membres de la famille comme ça, sans raison. De temps en temps, il avait également un comportement violent. Par exemple, une fois, il aurait sauté sur sa cousine Cam, qui a dit ne pas l'avoir reconnu à ce moment-là, à tel point il était fort, comme s'il avait une force surhumaine. Et petite cerise sur le gâteau, Cam, elle aussi commençait à sentir la présence de quelque chose de malsain, une entité, et elle en a fait l'expérience la nuit, où elle sentait ses draps sur elle se faire retirer, pendant qu'elle dormait. Carmen, la mère de famille, elle en peut plus, elle ne sait pas quoi faire, du coup elle appelle un médecin. Elle raconte à peu près tout ce qu'elle a vu concernant son fils Philippe, et le médecin est catégorique. Il lui dit « Madame, vous avez décrit les symptômes de la schizophrénie. Il faut que vous fassiez interner votre fils. » Carmen, limite, elle s'évanouit. Parce que quand t'apprends que tu dois faire interner ton enfant, ça doit être un sentiment horrible. Et justement, en plus de ça, l'internement de Philippe, la manière dont ça s'est passé, c'est quelque chose d'atroce. Philippe revenait du collège, et le soir, pendant le repas où Carmen lui avait fait son plat préféré, des hommes en blouse blanche sont venus dans la maison, sans frapper, ils sont rentrés directement. Ils ont attrapé Philippe par les aisselles, ils l'ont porté. Philippe ne comprenait pas ce qui se passait, mais quand il a compris, il a commencé à se débattre et à crier. Il suppliait sa mère de ne pas faire ça, il l'a supplié de ne pas l'abandonner. Carmen, elle, était en pleurs, et elle implorait son fils de la pardonner. Et juste avant de franchir la porte, Philippe a dit « Maintenant que je pars, il va s'en prendre à vous ». Ces mots-là ont énormément pesé sur la conscience de Carmen, qui commençait à croire, à penser au fait qu'il y avait bien quelque chose dans la maison de pas normal. Et je dirais même de paranormal. Déterminée, elle est allée au sous-sol et elle a décidé clairement de provoquer les entités. Elle a dit « Tu veux jouer? Attaque-toi à moi ». Elle a attendu pendant des heures sur l'escalier du sous-sol, mais il s'est rien passé. Il s'est rien passé à ce moment-là. Mais peut-être que Carmen n'aurait jamais dû provoquer les entités qui étaient dans la maison. Un soir, fatiguée, Carmen est partie se coucher tôt. Cam, un peu plus tard, est venu la voir pour lui dire qu'elle avait encore été dérangée. Un peu de la même manière que quand elle avait expérimenté quelque chose d'étrange, c'est-à-dire que ses draps se faisaient retirer de sa peau. Alors que Carmen l'a raccompagnée dans sa chambre pour la recoucher, elle s'est rendue compte que le dernier crucifix qui restait dans la maison avait disparu. Il disparaissait au fur et à mesure et là le dernier, ça y est, s'était volatilisé. Philippe n'étant plus là, c'est sûr que ce n'est pas lui qui faisait une blague, donc là elle ne comprend plus rien. Elle a essayé de rassurer Cam en lui lisant des passages de la Bible, mais elle fut interrompue par Cam qui se mit à crier. Il approche, il approche. Cam décrivait ce qui lui est arrivé. Elle disait qu'elle sentait une main caresser son corps sous ses vêtements. Carmen leva les yeux et elle voyait effectivement, alors je ne sais pas du tout comment vraiment décrire ça, j'arrive pas à l'imaginer, mais ce qu'elle voyait c'était une main osseuse. Elle la voyait très distinctement. Carmen prit Cam
dans ses bras, elle se précipita dans la salle à manger, emportant Cam. Néanmoins, bien qu'ayant quitté là où se trouvait apparemment l'entité, elle n'était toujours pas en sécurité. Cam criait, tante Carmen, il approche. Pour une des premières fois, Carmen ressentait également quelque chose. Elle sentait l'atmosphère très lourde et glaciale. Elle entendait également un grognement, ainsi qu'une odeur étrange. Les deux femmes se mirent à genoux, commençaient à prier, pensant que ça pourrait peut-être éloigner le mal. Mais alors qu'elle restait une prière, le chapelet que Carmen portait au cou a commencé à léviter. Il s'est posé entre ses yeux et il lui a été arraché. Carmen s'est précipitée vers le téléphone, a appelé l'église, qui a accepté de répondre malgré qu'il était tard dans la nuit. Et l'église a dit qu'ils allaient envoyer un exorciste le lendemain. Carmen, rassurée et les événements étranges s'étant calmés, a décidé d'aller prendre une douche pour se relaxer un petit peu. Mais malheureusement, les événements étaient loin d'être terminés encore. Alors qu'elle était en train de se détendre, le rideau de douche en plastique s'est mis à l'enlacer, se resserrant de plus en plus et la faisant suffoquer. Là, elle en est sûre, ce qu'il y a dans la maison, à ce moment-là, essaye de la tuer. C'est Cam, en entendant les cris de sa tante, qui a pu la sauver, et ils n'ont pas dormi jusqu'au lendemain. Le lendemain, l'exorciste est venu. Il a inspecté la maison, et il a dit qu'il fallait faire appel à des spécialistes, des gens qui avaient déjà eu affaire à ce genre de phénomène, les deux enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren. Depuis le départ de Philippe, les événements étranges étaient de plus en plus présents. Des odeurs de chair en décomposition, des lumières qui s'allument ou qui s'éteignent toutes seules, de l'eau qui se teintait de rouge, ou encore des apparitions. Tout ça laissait penser qu'il n'y avait pas une entité, mais bien plusieurs, dans cette maison. Les Warren enquêtèrent plusieurs semaines sur place, et ils ont découvert des secrets horribles concernant la maison. Mais pas que, ils ont aussi été témoins de ce qui se passait dans cette maison. Par exemple, Ed Warren, au sous-sol, a vu deux femmes qui dansaient en cercle, à côté des chaînes qui servaient autrefois à soulever les cercueils. Le couple a reçu également des gifles, ils ont expérimenté des manifestations violentes. Et justement, les secrets horribles qui ont été découverts peuvent expliquer justement pourquoi la maison est habitée par le mal. Voilà ce que c'est, ce secret. C'est qu'à l'époque où la bâtisse était des pompes funèbres, certains employés se sont rendus coupables de nécrophilie et de nécromancie, attirant, selon les Warren, le mal sur la maison. Après tout ça, un exorcisme approfondi a été mené, et selon les époux Warren, cet exorcisme a permis de libérer la maison du mal. Carmen, qui se sentait coupable d'avoir fait interner son fils, est allée le chercher pour qu'il puisse vivre une vie normale. La famille Snedeker a déménagé, et il semblerait que plus aucun phénomène n'ait été reporté depuis. Alors, vous en avez pensé quoi? Ah, je vous l'avais dit, les Warren, ils interviennent qu'à la fin, après ils ont permis de résoudre le problème. Après, bien sûr, dans ce genre d'événement, il y a toujours un doute qui subsiste, hein. Est-ce que les gens ont fait ça pour, entre guillemets, du buzz, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de concret derrière? Ça, c'est pas le but de la vidéo, on n'est pas là pour débunker, pour dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Je suis là pour vous raconter l'histoire telle qu'elle existe. Moi, c'est une histoire, je trouve, qui est assez folle parce que les événements qui se passent, déjà ils sont assez incroyables. Tu vois que ça pourrait clairement mettre en danger la vie des personnes qui vivent dans la maison. T'as aussi un aspect psychologique important quand tu vois Cam, la cousine de la famille, qui se fait clairement toucher par une entité. C'est quelque chose que j'ai déjà vu dans une autre affaire paranormale, et tu vois que les personnes sont très mal, et c'est normal. Et tu vois, quand tu as un individu fait de chair et de sang qui fait ça, après tu peux, même si c'est compliqué, aller porter plainte, ce genre de choses. Quand c'est une entité paranormale, qu'est-ce que tu peux faire? Tu te sens totalement désarmé par rapport à la situation. L'intervention des Warren a permis de libérer la maison. Ça a permis également à la famille derrière de vivre une vie normale. Philippe est décédé plutôt jeune, il avait la trentaine quand il est décédé à cause de sa maladie. Alors ça, j'en ai pas parlé dans l'histoire parce que ça restait assez vague, mais il semblerait que Cam ait vu des entités. Et à la description qu'elle en fait, ça ressemblait un peu à des employés des pompes funèbres parce que c'est des gens assez soignés sur eux, des gens qui étaient bien appuyés. Donc bon, après ça c'est ce qu'elle disait. Peut-être qu'il y avait plus d'entités que ça et qu'on a vu que 2 sur 50 peut-être. Ça on sait pas. Moi, ce qui me fait m'interroger aussi, c'est l'utilité des crucifix. Est-ce qu'ils étaient là pour essayer de conserver le mal, ou alors est-ce que c'était juste là de base quand les pompes funèbres étaient encore actives? Ça je sais pas. Peut-être qu'ils étaient là pour conserver le mal et qu'il fallait, je sais pas, bénir quelque chose pour qu'ils puissent rester en place, et que vu que rien n'était fait par rapport à ça, les entités arrivaient à les enlever au fur et à mesure. Ça, c'est le mystère. Ou peut-être qu'il fallait les remplacer. Je sais pas. En tout cas, les amis, j'espère que cette histoire vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Akel, prenez soin de vous. Salut!